Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau journal sur TV Fil 78. Voici les principaux titres de cette édition du 5 mai 2015. 2000 personnes ont marché pour Moussa hier à Trappes. Cet adolescent de 14 ans, victime d'une fusillade qui a éclaté au square Albert Camus. Moment d'émotion mais aussi de colère et d'incompréhension. Au Parti socialiste, la primaire pour désigner le candidat à l'élection régionale en Ile-de-France se déroulera le 28 mai. La légitimité de Jean Pauluchon, le président sortant, est contestée dans son propre camp. Il s'est déplacé, en tout cas dans un lycée de Trappes lundi pour faire un point sur les investissements dans les établissements du secondaire. Et puis politique toujours au Parti socialiste. 4 motions vont s'affronter en juin lors du congrès de Poitiers. 4 motions pour définir les orientations et mettre fin aux querelles. Invité du journal, Amrose Adjouard, élu PS de Vélizy, représentant de la motion La Fabrique. Vous l'avez suivi hier dans notre journal sur notre antenne en direct. 2000 personnes réunies malgré la pluie dans les rues de Trappes en début de soirée pour rendre hommage à Moussa. De l'émotion, de la dignité. Le récit de Catherine Zulato et de William L. Des roses blanches à la main. Malgré la pluie, un long cortège de 2000 personnes dans les rues de Trappes jusqu'au square Camus où Moussa, 14 ans, est tombé sous les balles le 1er mai dernier. Un cortège encadré par des membres du service jeunesse en gilet jaune, des banderoles qui réclament une paix sociale, dignité et émotion. Le départ a été donné de la place des Merisiers, devant la famille, les amis, les proches, à leur côté des politiques de gauche comme de droite. Pas de discours, pas de mots, juste une envie de comprendre pour que cela cesse. Vivement qu'on trouve qui a tué ce gosse. On trouvera parce que c'est pas possible de laisser dans l'irresponsabilité l'assassinat d'un gamin de 14 ans. C'est pas possible. Qui était un gamin adorable, quoi. Vraiment. Moi, quand j'ai appris sa mort, je le dis tranquillement, malgré mon âge et mon expérience, j'ai pleuré parce que c'était un petit bonhomme comme on devrait en avoir tous comme enfants dans la vie. Dans la foule, certains collectaient des fonds au profit de la famille pour les aider à financer les funérailles au Mali. J'ai fait le tour de voir tout le monde, que tout le monde participe, mettre une pièce. Là, quand même, on a eu des personnes qui ont été généreuses, qui ont émis des billets de 50 €, 20 €. Donc, c'est une bonne chose. Et moi aussi, j'appelle de tous mes voeux pour que ce qu'on vient de vivre là, que ça ne recommence plus, que cette marche serve à quelque chose. Le long cortège a terminé sa marche square Camus. Douleur d'une famille, dépôt de fleurs et un message pour le petit soldat Moussa parti au paradis. Recueillement demandé pour tous. Si les journalistes veulent respecter la souffrance de la famille et fermer leurs écrans, ils nous rendront un grand service de dignité. C'est une belle initiative parce qu'on voit aujourd'hui tous les trappistes. Il n'y a pas de communautaires parce que tous les trappistes qui sont à vivre à Trappes aujourd'hui, ils sont là. La solennité et les questionnements aussi. L'enfant du quartier ne doit pas être mort pour rien, disent certains. Qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes ou les habitants de Camus? Pas de travail, pas d'emploi, ils vivent vraiment à huis clos. Donc j'espère que l'électrochoc aura lieu, finalement un réel électrochoc, et que ça changera et que ça bougera. Tu peux mettre la police, tu peux mettre des hélicoptères, tu peux mettre tout ce que tu veux. Ça n'arrangera pas le vivre ensemble, comment d'un quartier à l'autre, on se respecte et on se dit bonjour en traversant la rue. Voilà, il faut faire des choses ensemble. Et ça se fasse par le sport, par la culture. Je crois encore à ça. La mort de Moussa reste encore inexpliquée. Conflit entre quartiers ou guerre de territoire sur fond de trafic de stupéfiants. À Trappes, au square Camus et ailleurs dans la commune, il y aura un avant et un après Moussa. Aucun débordement à l'issue de cette marche silencieuse. Des agents du service jeunesse de la ville en gilet jaune encadraient la foule. La police municipale était également aux avant-postes, ainsi que des policiers nationaux en tenue, mais également en civil. Et parmi les policiers présents, le directeur départemental de la sécurité publique, à qui nous avons demandé de faire le point sur la sécurité, justement, dans cette commune. Trappes est une ville avec une délinquance tout à fait classique et avec des points de préoccupation qui sont bel et bien les trafics de stupéfiants. Et là, on ne peut pas exclure qu'il y ait eu, que Moussa soit une victime collatérale, malheureuse, bien évidemment, d'une guerre de territoire pour le trafic de stupéfiants. Depuis longtemps, c'est la première fois qu'un meurtre de cette façon-là est commis sous cette forme-là a lieu dans les Yvelines. C'est un mode opératoire de vrais voyous qui passent complètement toutes les bornes. Je crois qu'il ne faut pas confondre ce que l'on peut ressentir et évoquer en période de stress et en période d'émotion et la situation réelle et au quotidien.
Moi, je peux vous dire que l'année passée, les services de police de la sécurité publique que je dirige ont doublé le nombre d'affaires réussies en matière de trafic de stupes et ont doublé le nombre de personnes interpellées pour trafic de stupéfiants. Donc c'est un signe également de présence et d'action de la police. Nous restons à Trappes où lundi matin, le président socialiste de la région était en déplacement. Un déplacement au lycée de la Plaine de Naufle pour annoncer des moyens supplémentaires, mais aussi pour occuper le terrain alors que sa candidature pour un nouveau mandat en décembre ne fait pas l'unanimité dans son propre camp. Mélanie Poquet, William L. Centre de documentation, cours d'informatique et représentation de théâtre. 3 thématiques pour une visite permettant d'évaluer les avancées des rénovations, mais aussi les besoins de l'établissement trappiste. Près de 500 élèves y étudient et particularité, un tiers d'entre eux suit une spécialité artistique, cinéma, théâtre ou art plastique. On fait un travail considérable. On a engagé ce qu'on appelle un plan prévisionnel d'investissement pour 10 ans et qui va concerner des dizaines de lycées avec des moyens très importants parce qu'aujourd'hui on construit difficilement un lycée à moins de 20 ou 30 millions d'euros. Mis en place en 2012, ce plan prévisionnel d'investissement court jusqu'en 2022. Le lycée de la Plaine de Naufle fait actuellement partie des établissements prioritaires. Dans le cadre des rénovations, ce lycée a obtenu 240 000 € pour améliorer l'étanchéité des fenêtres et 45 000 € pour l'installation de la vidéosurveillance extérieure. Nous connaissons ce lycée. On a un programme de rénovation qu'il faut accélérer. La rénovation complète 2016. Et auparavant, il y a des travaux à opérer. On a vu notamment la cantine, le CEDI, etc. Et ça peut se réaliser, je pense, dans le cadre de nos décisions qui vont intervenir en 2015. Donc, on est venu pour donner un coup d'accélérateur parce que ce lycée est un lycée qui a de très bons résultats, malgré un État qui n'est pas parfait et avec des équipes pédagogiques vraiment remarquables. Des études sont actuellement en cours. Le budget de la région pour les lycées pour l'année 2015 s'élève à 704 millions d'euros. C'est le deuxième budget de la région. L'Île-de-France gère 471 établissements secondaires. 250 d'entre eux ont été rénovés. 60 à 80 chantiers sont actuellement en cours. Une visite remarquée à 7 mois des élections régionales. Jean-Paul Huchon se présente à la candidature du PS pour briguer un 4e mandat. Nous allons parler politique toujours du Parti socialiste. Le congrès national se déroulera les 6 et 7 juin prochains à Poitiers. Plusieurs motions, 4 seront présentées. Les militants vont devoir faire leur choix pour l'orientation qui leur semble la plus appropriée. Amrose Adjouard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élu d'opposition au PS à Vélizy. Vous défendez la motion D dans les Yvelines baptisée La Fabrique. On va y venir. Juste peut-être votre regard sur la situation dans laquelle se trouve Jean-Paul Huchon qu'on a vu dans le reportage juste auparavant. L'actuel président de région qui souhaite prolonger après 17 ans à la tête de l'Île-de-France. Sa première adjointe se présente aussi dans une primaire. Le nom de Benoît Hamon est évoqué également. La situation est plutôt délicate. Le Parti socialiste se déchire. Vous ne devez pas forcément apprécier ce que vous voyez en ce moment. Non, je ne crois pas qu'il se déchire réellement, mais effectivement, c'est vrai que Jean-Paul Huchon est dans une situation qui n'est pas évidente. Il faut quand même saluer le bilan de la gauche qui a été réalisé pendant maintenant depuis 1998, depuis plusieurs années par Jean-Paul Huchon et par la gauche au niveau de la région Île-de-France. Maintenant qu'il y a un débat au sein du Parti socialiste et la primaire viendra justement dire qui sera finalement la tête de liste au régional pour... Mais les propos sont durs tout de même. Jean-Paul Huchon qui dit que sa première vice-présidente tout de même n'a pas d'idée par exemple. Alors je ne pense pas qu'il faut aller dans ce type de débat-là. On n'est pas là, je ne pense pas que je suis fondé à venir commenter les... Non, mais en tant qu'adhérent socialiste aussi, quel regard vous portez là-dessus? Parce que votre motion, on va y venir rapidement, mais votre motion, justement, se bat contre cette idée de bloc contre bloc. Vous êtes plutôt une voie alternative pour tempérer un petit peu les choses. Donc là, ce genre de situation-là, de tension, ce n'est pas forcément ce qui peut servir au Parti socialiste en ce moment. Et effectivement, je pense que dans tous les cas, il faut aller au-delà d'une question de débat et de question d'ego entre plusieurs personnes, que ce soit Jean-Paul Huchon, Marie-Pierre de la Gontrie ou bien Benoît Hamon s'il rentre en scène. Effectivement, c'est une
une question de propositions et de projets pour la région Île-de-France pour les prochaines années. C'est sur ça que les militants devront se fonder pour faire leur choix. Toujours autour du Parti socialiste, il y a eu un sondage ce matin, un sondage réalisé par l'Institut Odoxa, publié ce matin. Le Premier ministre est plébiscité par 70% des Français pour représenter le Parti socialiste à l'élection présidentielle de 2017. François Hollande, lui, n'est souhaité que par 24% de la population. Manuel Valls, c'est l'avenir du Parti socialiste ? Il y a un avenir au Parti socialiste, peu importe par qui il est incarné, que ce soit Manuel Valls, François Hollande ou d'autres personnes. Sachant que quel que soit le candidat, au second tour, il serait battu par Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, qui eux seraient au second tour. Aujourd'hui, il y a urgence en tout cas au Parti socialiste. Vous savez, les sondages, plusieurs mois ou plusieurs années avant l'échéance ne veulent pas forcément dire grand-chose. Ceci dit, il y a eu des échecs aux précédentes élections pour le Parti socialiste. Tout à fait, effectivement. Ne serait-ce qu'aux dernières départementales, le département des Yvelines aujourd'hui est détenu uniquement par la droite. On ne peut pas le nier, effectivement. Il y a une situation qui est préoccupante au niveau du Parti socialiste, mais c'est une situation qui est aussi préoccupante au niveau français. Aujourd'hui, le Parti socialiste sait dans quelle voie se diriger ? Bien, c'est l'objet justement, l'objet du Congrès. C'est là où on a vraiment un vrai débat démocratique qui se fait au sein de notre parti. Parfois, cela ne donne pas assez de lisibilité aux Français puisqu'ils pensent que nous nous écharpons, alors que c'est vraiment un lieu démocratique d'expression. Donc effectivement, ça me permet de parler justement de cette motion, mais je pense que nous allons y arriver bientôt. Donc oui, effectivement, il va savoir où il va aller par ces débats-là, notamment à la suite du congrès de Poitiers qui aura lieu en juin. Mais c'est tout de même surprenant. On peut imaginer qu'un président, au milieu de son mandat, a tout de même un cap défini avec un parti qui le soutient. Or, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui encore, au Parti socialiste, on est en train d'espérer, quelle que soit la tendance, quelle que soit la motion qui sera défendue au congrès de Poitiers, qu'il y aura des inflexions dans un sens ou dans un autre. Le cap n'est pas clair aujourd'hui. Le cap qui est défendu par François Hollande est celui qu'il a annoncé depuis son élection. Je veux dire, il n'y a pas de surprise vis-à-vis de cela. Qui n'est pas souhaité par l'ensemble des militants socialistes. Qui n'est pas effectivement souhaité par l'ensemble des socialistes. C'est un fait. On ne peut pas le nier encore une fois. Maintenant, effectivement, il faut faire confiance aussi à la politique gouvernementale. Il y a le moment du Congrès pour justement débattre et justement, après, par la suite, avoir des inflexions si elles sont nécessaires au niveau de la politique menée par la majorité. Faire de la politique de la base vers le haut, c'est le mot d'ordre de votre motion ? Tout à fait. C'est-à-dire, il faut mieux écouter les militants, la population ? Il faut l'écouter, il faut revenir justement à un lien entre, d'une part, la population, que ce soit les militants socialistes, mais pas seulement, d'une part tous les Français, et effectivement avec le haut, qui doit prendre en considération un certain nombre de remarques qui ont été faites, puisque, on le sait, aujourd'hui, pour restaurer la confiance entre les Français et le politique, il y a deux manières de faire. L'attitude d'une part, mais aussi les résultats. L'attitude, c'est ce sur quoi nous proposons un certain nombre de choses, également sur comment arriver aux résultats qui ont été promis. Et c'est par cela qu'on arrivera à restaurer la confiance entre les Français d'une part et le Parti socialiste d'autre part. Aujourd'hui, la motion que vous défendez est en nette opposition avec la politique qui est menée par le gouvernement ? Absolument pas. Nous sommes ni en opposition par rapport au gouvernement, ni en opposition par rapport aux fondeurs. Il y a des bonnes idées qui sont partout. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une nécessité de restaurer la confiance. Restaurer la confiance par l'attitude, qu'est-ce que c'est ? C'est la question de l'éthique et de l'exemplarité que notre motion défend. Malheureusement, ces deux notions sont trop absentes du monde politique depuis de très très nombreuses années. Ce qui fait le lit finalement de l'extrême droite qui, entre guillemets, surfe sur la vague du tous pourris. Eh bien, nous avons des propositions très concrètes vis-à-vis de cela, notamment sur la question de l'inéligibilité à vie des politiques qui auraient été condamnés pour des faits de corruption ou d'abus de biens sociaux, mais également la question du non-cumul des mandats dans le temps, non pas uniquement de fonction, mais également dans le temps, pour justement donner l'impression, mais pas que l'impression, faire voir que c'est une réalité, qu'il y a vraiment de l'oxygénation de la vie politique et que les carriéristes en politique n'ont plus leur place aujourd'hui en France. Et là, ça s'adresse directement à Jean-Paul Huchon, par exemple. Qui en est à 4 mandats, qui souhaite briguer un nouveau mandat. Je pense qu'il faut savoir parfois tirer les conséquences d'un certain nombre de mandats qui ont été faits. Il faut savoir tirer les conséquences d'un bilan qui a été réalisé, des points positifs mais aussi négatifs, mais aussi savoir à un moment certainement préparer une succession. 86 propositions variées que vous proposez dans cette motion. Une réforme fiscale, la fusion de l'impôt sur le revenu, CSG, de la prime pour l'emploi également, moratoire sur la baisse des dotations aux collectivités locales, déménagement du siège du PS aussi en banlieue parisienne. Il faut se rapprocher aussi, s'écarter de Paris, du microcosme parisien.
Tout à fait. Vous savez, les mesures, on nous dit souvent que c'est une mesure qui est iconoclaste ou un peu symbolique, ou uniquement symbolique. Mais j'ai envie de dire, la société est faite de symboles. Et les symboles sont importants puisqu'ils envoient des signaux à la population. Et effectivement, je pense qu'un des moyens, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas une solution qui changera ou qui révolutionnera le monde. En revanche, effectivement, le fait de donner des gages de confiance auprès de la population française, montrer que nous sommes proches du peuple, c'est un signe intéressant. Et je pense que nous avons tout intérêt à délocaliser notre siège, non plus à Paris, mais en banlieue. Sur ces propositions que vous faites, là vous parliez du symbole du déplacement du siège du Parti socialiste, sur la question des finances maintenant, sur cette question du moratoire sur la baisse des dotations aux collectivités. On le sait bien, l'État doit faire des économies de toute façon. Donc là, est-ce que ce n'est pas démagogique que de proposer de suspendre tout simplement les baisses de dotations? Alors il faut savoir péréquer cet effort-là. Effectivement, il y a des villes qui ne seront pas beaucoup impactées finalement par cette baisse de la dotation globale de financement. Je pense à ma ville, à Vélizy et Villacoublay, qui a la chance d'être une ville extrêmement riche, 86 millions d'euros de budget. C'est la ville la plus riche du département. C'est effectivement la ville la plus riche du département, avec seulement 21 000 habitants. Alors tant mieux pour Vélizy. En revanche, effectivement, l'effort qui sera demandé à Vélizy n'est pas le même que celui pour Saint-Arnoux, en Yvelines, qui est une commune rurale, qui a besoin justement de ces dotations globales de financement pour pouvoir maintenir les services publics. Il est important de savoir péréquer l'effort et de savoir mesurer l'effort en fonction de ceux qui en ont le plus besoin. Donc ceux qui ont le plus besoin, effectivement, il faut arrêter cette baisse de la dotation globale des financements, ceux qui ont besoin de cet argent-là. Ceux qui n'en ont pas besoin, effectivement, je pense qu'on peut leur demander un effort supplémentaire. Quel poids et quel espoir vous pouvez avoir dans le cadre de ce vote pour cette motion au mois de juin? On le sait, il y a deux motions qui se dégagent, c'est celle des frondeurs et puis celle portée par la voix principale du Parti socialiste, on va dire. Vous avez la marge encore pour manœuvrer un peu, ne serait-ce que dans le département, par exemple, le département de Benoît Hamon d'ailleurs, qui propose l'une des motions, celle des frondeurs. Vous savez, finalement, la position qui est très claire, qui est la nôtre, celle qui refuse le bloc contre bloc, est une position qui intéresse beaucoup de militants socialistes, puisque on donne en spectacle finalement depuis plusieurs mois maintenant une sorte de vaudeville politique dont les Français ne veulent pas, dont les militants socialistes ne veulent pas, et puis nous permettons justement de donner un peu une autre respiration, et nous abordons des thèmes qui ne sont pas abordés par les deux autres motions, voire les trois autres motions, notamment la question de l'éthique et de l'exemplarité, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est une question qui fâche un peu trop, je pense, dans les deux autres motions, parce qu'il y a sans doute des précarés à défendre. Nous n'avons pas peur d'aller là-dessus, et c'est effectivement des points qui séduisent beaucoup de militants, et je suis très confiant pour la suite. L'objectif, c'est de faire suffisamment de voix pour ensuite pouvoir peser au sein du Parti socialiste? L'objectif, ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'idées. Donc notre objectif sera réussi du moment où les principales idées que nous portons pourront effectivement prospérer au sein du Parti socialiste, mais surtout au niveau français. Et l'union, pour conclure, l'union sera possible ensuite, une fois que le congrès sera passé. Ceci dit, ça vaut aussi pour les différentes primaires, mais une fois que le congrès sera passé, l'union sera possible. Tout le monde va rentrer dans le rang? Eh bien, c'est notre souhait le plus cher, effectivement. Il faut que nous soyons unis, il faut que nous donnions, vous parliez tout à l'heure d'un cap, il faut que ce cap soit très lisible, puisqu'il y a un cap, mais maintenant il faut qu'il soit lisible. À nous d'être suffisamment forts pour avoir cette union, pour ne pas donner en spectacle encore aux Français quelque chose dont ils ne veulent pas, et faire en sorte qu'on ait vraiment des choses très concrètes à leur proposer pour changer leur quotidien, puisque c'est pour cela qu'ils nous élisent. Merci. Je rappelle que vous défendez cette motion dès la Fabrique depuis les Yvelines pour ce congrès de Poitiers du Parti socialiste qui se tiendra début juin. Merci à vous. Merci. La suite du journal est depuis le 9 avril, un nouveau centre de santé municipal qui a ouvert ses portes à Trappes, une structure financée en grande partie par la municipalité, et les patients affluent déjà. Yolène Thorez et Mélanie Poquet. Des locaux flambant neufs, une surface de 400 mètres carrés, à Trappes, le nouveau centre de santé municipal a ouvert ses portes il y a près d'un mois. La règle d'or ici, les consultations sont conventionnées secteur 1 et le tiers payant est appliqué. Quel que soit le niveau de revenu, le niveau de vie de tous les habitants, qu'ils puissent avoir, qu'ils soient nantis ou non, qu'ils puissent avoir des soins qui soient d'aussi bonne qualité que si vous alliez dans un cabinet en libéral ou à l'hôpital privé de l'Ouest parisien, etc. Médecins généralistes, gynécologues, orthophonistes ou encore allergologues, 11 professionnels de santé accueillent les patients. Tous sont en temps partiel et travaillaient déjà à l'ancien centre de santé Yves Lafarge. Un centre datant de plus de 40 ans, devenu très obsolète et aujourd'hui définitivement fermé.
On a retrouvé d'abord un peu plus d'espace, puisque effectivement on est dans des locaux neufs. Là-bas, à Ifarge, c'était 2 appartements. Là, on a de la lumière qui arrive partout. On a des locaux qui sont quand même plus aérés, etc. Maintenant, les personnes qui sont sur chaise roulante, ils peuvent rentrer aussi. Voilà, on est aux normes. Donc c'est vrai que c'est pour nous quelque chose d'important. 2,5 millions d'euros, c'est le coût global de cette nouvelle structure. L'État, la communauté d'agglomération ou encore la région ont participé au financement et la ville de Trappes est majoritaire à plus de 50%. Les patients sont au rendez-vous, les délais d'attente s'allongent déjà. Des recrutements pourraient être envisagés à court terme. Culture à Versailles, un nouveau festival, Bouillon Club, vient de vivre sa première édition. Des associations présentent des concerts également sous l'égide d'un groupe d'étudiants, mais la fête a été un peu gâchée par la pluie. Florane Parfait et William L. Peinture, danse ou culture générale, il y en avait pour tous les goûts samedi. Une dizaine d'associations versaillaises étaient présentes avenue de Paris au festival Bouillon Club. Nous sommes venus à l'invitation de l'association des jeunes étudiants versaillais qui organise cet événement. C'est Bouillon Culture, c'est-à-dire que c'est un mélange des associations artistiques et des associations des étudiants de Versailles. On voulait faire connaître notre association et connaître les autres. On a trouvé ça sympathique. La météo n'était pas au rendez-vous, mais je crois que ça a bien marché quand même. On était contents de tout ce qui s'est passé. C'est important pour vous justement de faire vraiment la culture à Versailles? Ah, tout à fait, bien sûr. Surtout la culture accessible pour tout le monde. Plus de 300 curieux sont venus braver la pluie et voir les démonstrations et initiatives du festival. Il y a différentes activités que mes enfants voulaient voir. Moi, je suis une passionnée de jazz. Et il y avait de la peinture, il y avait du dessin, donc il y avait énormément d'activités différentes. Pour l'association étudiante Pulsar, dont la mission est de promouvoir la culture locale, le pari est réussi. C'est un domaine qui est qu'on met de côté, qui n'est pas la priorité quand il y a un problème de crise, donc ça c'est clair. Mais je pense que, au contraire, dans un temps de crise, peut-être que les gens ont envie de sortir, ont envie de se divertir, ont envie de découvrir des choses, d'apprendre des choses. Donc je pense qu'il y a un engouement. Après, il y a un enjeu à certains endroits comme à Versailles où on a peut-être moins l'occasion d'avoir des événements culturels et c'est ça qui nous a tenus à cœur. À Versailles, il n'y a pas que le château. Plus de 600 associations existent et attendent chaque année de nouveaux adhérents. Là, c'est un peu mieux. 7e art, il est comédien, réalisateur. Le Vicinois Franck Svin tourne son premier long métrage dans les Yvelines jusqu'au 15 juin. Le week-end dernier, ses équipes de ce film baptisé Coquelet se sont installées dans la maison de repos L'Ermitage à Chevreuse. Un reportage de Mickaël Elmidoro et de William L. C'est la 21. 21 mais sur 30. Moteur, action. Le comédien-réalisateur Franck Swin, originaire de Voisins-le-Bretonneux, a décidé de poser sa caméra pendant 3 mois dans les Yvelines pour tourner son tout premier long métrage baptisé Coquelet, un film autoproduit réalisé à Saint-Quentin-en-Yvelines et Chevreuse. La production parle d'un thème universel, l'amour. Alors l'histoire, c'est une romance entre une fille qui est sourde et puis un jeune homme qui va chercher, en allant voir son père dans une maison de retraite, rencontre cette fille et ensemble ils décident de partir dans une espèce de parcours initiatique. Au fur et à mesure du film, l'émotion va un peu s'étendre jusqu'à devenir quelque chose d'assez lumineux et d'assez ouvert, quoi. L'équipe du film, composée de 6 personnes, dispose d'un budget limité. Pour trouver des lieux de tournage, le réalisateur a mis en place des partenariats avec des structures yvelinoises. Le week-end dernier, le long métrage a été réalisé dans une maison de repos à Chevreuse. On a accepté qu'il puisse tourner gracieusement. Son projet, on le trouvait intéressant. L'histoire en fait, de ce film, on l'a trouvé très intéressante aussi. On en a parlé aux résidents, à leurs familles et aux représentants des familles de la structure. Et l'idée a intéressé et les résidents étaient très contents. Et puis le côté original de la maison, pouvoir la mettre en valeur, pour nous, c'était important aussi, voilà, puisqu'on est fiers de la structure. Donc c'est vrai que pouvoir l'ouvrir sur l'extérieur, pour nous, c'est... voilà. C'était intéressant. Un bon coup de pub pour la résidence L'Ermitage. Le film pourrait être diffusé dans une vingtaine de cinémas. Mon but, c'est de vraiment promouvoir le film et essayer de le distribuer au plus large possible. Pourquoi pas sur les grosses plateformes de distribution comme UGC à Saint-Quentin ou à Pathé ou des choses comme ça. Il y a aussi les cinémas indépendants qui
qui sont très ouverts à ce genre de projet. Le tournage devrait se terminer le 15 juin prochain. Le film passera ensuite au montage avant une diffusion dans les salles obscures fin 2015. Et puis c'est aujourd'hui la journée mondiale du rire, une journée lancée en 1998 pour retrouver bien évidemment le moral. Nous sommes allés à votre rencontre pour écouter vos histoires drôles. C'est notre séquence question du jour. Auparavant, ça s'appelait ANPE, vous saviez ce que ça voulait dire? Non. À ne pas employer. Et puis maintenant, ça s'appelle Pôle emploi. J'ai dit Pôle emploi, je veux bien, mais ils n'emploient pas chez Paul. Ouais. C'est un mec qui vient d'Afrique. Alors il a beaucoup bourlingué là-bas, puis il a beaucoup abusé de son corps, quoi. Et alors son service 3 pièces, il est dans un très sale état. Alors il va voir un toubé, mais il dit voilà ce que j'ai, docteur, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Alors, le docteur il regarde ça, oh, il dit non, je peux plus rien, c'est trop tard. Vous connaissez la blague du papier? Non. Elle déchire. C'est nul, hein? Je l'avais dit, hein? C'est super nul. Alors il va voir le médecin chinois. Puis le médecin chinois, il regarde ça. Il dit oui. Je sais pas. Ah bah si, tenez. Prenez une chaise, montez dessus. Vous savez pourquoi De Gaulle il ne se servait pas de ce doigt-là? Parce que c'est le mien. Excellent. Il monte sur la chaise, puis le médecin chinois il dit sautez. Alors il saute, paf. Et le médecin chinois il dit ah bah vous voyez, c'est tombé tout seul. Du rire aujourd'hui, c'est la fin de ce journal, en tout cas de ce mardi 5 mai. Je vous retrouve dans quelques minutes pour un nouveau numéro du 7-8 politique. Invité ce mois-ci, Michel Logier, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, pour aborder le nouveau budget voté pour 2015. Et puis Bruno Millienne, le président du Modem 78, pour la création d'un nouveau groupe de réflexion. Initiative 78, le journal revient demain 18h pour le direct.